Avant de commencer ce cours, quelques conseils et je vais aussi parler des prérequis que les étudiants doivent avoir pour bien assimiler cet enseignement. Il faut bien entendu bien avoir assimilé l'enseignement de biochimie structurale, particulièrement la structure et les propriétés des acides aminés et les structures des protéines et les propriétés physico-chimiques des protéines. Vous aurez également besoin des notions de base de chimie générale, les notions d'équilibre, de réaction, notions de pH, concentration, etc. Et de quelques éléments de base de mathématiques, surtout l'algèbre, l'étude des équations et le tracé des graphiques. Bien, pour bien suivre cet enseignement, vous êtes obligé d'adopter une bonne méthodologie de travail, surtout d'avoir un travail continu et assidu. Les étudiants doivent assister aux travaux dirigés, les préparer à l'avance. La même chose pour les travaux pratiques, il faut les préparer à l'avance. Il faut aussi, en assistant au cours, essayer de bien suivre les explications et de travailler tout de suite après votre cours. La même chose pour les travaux dirigés, il faut les travailler tout de suite après pour les assimiler à fur et à mesure. Vous aurez besoin d'apprendre à tracer correctement des graphiques sur papier millimétré et pour les travaux dirigés, de les préparer à l'avance. Ce cours va comporter 4 parties reliées entre elles, mais on insistera beaucoup plus sur 2 parties essentielles dans lesquelles on va parler de l'étude de la cinétique enzymatique et l'étude des réactions enzymatiques en présence d'inhibiteurs. Nous commencerons par quelques définitions et généralités et on terminera par quelques notions de régulation physiologique des activités enzymatiques. Pour ce qui est des définitions et des généralités, on va d'abord traiter un peu la structure des enzymes et la définition des enzymes. On parlera ensuite de la catalyse enzymatique et on terminera par la nomenclature et la classification des enzymes. Pour ce qui est de la structure des enzymes, les enzymes sont des protéines qui vont jouer le rôle de catalyseur dans les organismes vivants. Donc, dans cette définition, on va avoir 2 mots-clés, protéines et catalyse. On va commencer par voir la première partie, la structure protéique. Donc, vous savez que les protéines sont des chaînes d'acides aminés composés de petites molécules qui sont les acides aminés. Les acides aminés sont en nombre de 20. Il y a quelques acides aminés rares, mais une vingtaine d'acides aminés. Et leur propriété, leur structure est légèrement différente. Et la composition dans les protéines est différente. C'est ce qui distingue les protéines les unes des autres. Alors, pour ce qui est de la structure des protéines, il y a 4 niveaux de structure. Un premier niveau, c'est ce qu'on appelle la structure primaire. La structure primaire, c'est l'agencement des acides aminés dans la protéine et la nature des acides aminés. Donc, c'est ce qu'on appelle la structure primaire. Ces acides aminés, quand ils sont rattachés au niveau de la biosynthèse des protéines, au niveau des ribosomes, ils vont s'associer les uns aux autres et en même temps prendre une configuration dans l'espace qui est dictée uniquement par les liaisons entre les atomes qui composent ces acides aminés. Donc, vous savez tous que le carbone, puisque c'est l'élément principal des composés organiques,
quand il engage des liaisons, les liaisons ne sont pas pleines, sur un plan. C'est en 3 dimensions. Hein. Donc c'est pyramidal. Ça, c'est quand il y a des liaisons simples. Bien sûr, quand il y a des doubles liaisons, c'est un peu plan. Mais généralement, les acides aminés vont se plier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand les acides aminés sont reliés, ils vont prendre des configurations dictées par leur structure, donc adopter une orientation dans l'espace qui dépend de leur structure. Généralement, on a 2 principales torsions possibles. Soit c'est hélicoïdal, comme ici, soit c'est sous forme de feuillet plissé, comme ici. Donc, les chaînes protéiques sont schématiquement comme ça, donc avec donc quand la fibre est linéaire, vous avez donc cette structure qu'on appelle structure secondaire. Ça, la structure secondaire, c'est uniquement dû aux liaisons entre les acides aminés. Certaines protéines, c'est pas le cas des enzymes, sont des fibres allongées, elles vont rester allongées et donc jouer des fonctions de structure, d'élasticité, etc. Mais les protéines qui jouent des fonctions physiologiques comme les enzymes ou les hormones vont subir une maturation après la synthèse. Qu'est-ce que c'est? Quand la chaîne est synthétisée, elle va subir une torsion dans l'espace pour se tordre de cette façon. Donc, on voit donc que la chaîne va se plier et il y aura donc des acides aminés qui sont éloignés dans la structure primaire qui vont se retrouver rapprochés. Cette torsion, c'est ce qu'on appelle structure tertiaire. La structure tertiaire des protéines. Alors, cette structure tertiaire est stabilisée par des liaisons. Il y a des liaisons faibles, des liaisons hydrogènes ou d'autres liaisons faibles. Et il y a aussi des liaisons fortes comme les ponts disulfures que vous connaissez. Ensuite, une fois la protéine sous sa forme tertiaire, on peut avoir plusieurs chaînes reliées entre elles. C'est ce qu'on appelle la structure quaternaire. Alors, les enzymes. Dans les enzymes, on retrouve toutes ces structures. La structure primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire chez les enzymes. Alors, pour bien vous montrer donc la relation entre la structure des protéines et les enzymes, on va donc voir ici une protéine repliée en structure tertiaire. J'ai marqué en vert une certaine zone ici. Alors, quand la protéine est repliée, il y a des acides aminés qui vont constituer une poche. Donc, vous voyez là. Et cette poche, c'est en quelque sorte une poche catalytique. C'est le site actif de l'enzyme. On l'appelle site actif de l'enzyme. C'est à ce niveau-là que va venir se fixer le substrat pour qu'il y ait réaction. D'accord? Alors, retenez bien ça. Le site actif de l'enzyme est formé de plusieurs acides aminés et la structure des protéines est capitale dans l'activité enzymatique. Donc, vous comprenez pourquoi il faut bien assimiler les propriétés physico-chimiques des protéines, parce que l'ionisation des acides aminés, tout ce qui va se passer, va se répercuter sur l'activité enzymatique. Si vous dénaturez votre protéine, vous la dépliez, vous allez perdre l'activité enzymatique. Alors, nous revenons à la définition des enzymes. Donc, généralement, les enzymes sont constituées sont des protéines. Mais dans certains cas, ce n'est pas général. Dans certains cas, vous avez en plus de la partie protéique, qu'on appelle l'apoenzyme, une partie non protéique qui va être fixée au niveau du site catalytique. Et cette partie non protéique s'appelle cofacteur. Nous allons voir après la nature de ces cofacteurs, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand une enzyme
possède un cofacteur. Ce cofacteur est indispensable à l'activité enzymatique. D'accord ? Nous allons voir maintenant la nature de ces cofacteurs. Alors, vous avez soit des ions métalliques qui sont généralement chargés positivement, des cations, soit des composés organiques. Alors, les ions métalliques, quand ils existent dans l'enzyme, sont fixés à la partie protéique, et les composés organiques qu'on appelle coenzymes, ils sont répartis en deux parties, deux catégories distinctes. Il y en a qui sont liés fortement à l'enzyme, et c'est ce qu'on appelle les groupements prostétiques. Il y en a qui sont liés faiblement, qui vont s'associer et se dissocier de la partie protéique. Ils ne sont pas liés fortement avec la partie protéique. Alors, les coenzymes qui sont liés faiblement ou qui s'associent, se dissocient de la partie protéique sont généralement des dérivés de vitamines. Alors je vous ai indiqué ici quelques exemples les plus importants, mais vous aurez dans le polycopier un tableau beaucoup plus exhaustif de toutes ces coenzymes. Alors nous avons le nicotinamide adénine dinucléotide, le NAD, ou le nicotinamide adénine dinucléotide phosphate, le NADP. Alors ces deux coenzymes interviennent dans les enzymes qui catalysent les réactions d'oxydoréduction et ils dérivent du nicotinamide, qui est la vitamine PP. Vous avez aussi la thiamine pyrophosphate, le TPP, c'est un coenzyme qui dérive de la thiamine, c'est la vitamine B1. Et vous avez un exemple d'un coenzyme, le cas de la biotine, qui est lui-même, ce coenzyme est une vitamine. Donc la vitamine H, et la biotine, est un coenzyme. Et la vitamine H va intervenir dans beaucoup de réactions où il y a des transferts de groupements carboxyliques. Donc, avant de quitter ces coenzymes, ceci vous montre, à travers cette propriété des coenzymes, l'importance des vitamines. C'est pour ça que les vitamines sont indispensables au bon fonctionnement physiologique de l'organisme. Donc si vous manquez de vitamines, vous allez avoir perturbation de certaines réactions enzymatiques et par conséquent perturbation de certaines voies métaboliques et ça peut déclencher des conséquences pathologiques. Alors nous allons maintenant parler de la catalyse enzymatique, donc la définition de la catalyse. Et pour cela, on va être obligé de comparer avec la catalyse chimique. Vous avez certainement déjà vu les catalyseurs chimiques. Alors, on va rappeler ici, vous avez ici 3 propriétés importantes des catalyseurs. Ce sont des propriétés générales qu'on retrouve à la fois chez les catalyseurs chimiques et chez les enzymes. Alors les catalyseurs vont accélérer la vitesse des réactions. L'accélération de cette vitesse se fait uniquement sur des réactions possibles. Donc des réactions thermodynamiquement possibles. Les catalyseurs ne peuvent pas rendre une réaction impossible sur le plan thermodynamique. L'accélération de la vitesse ici est due un phénomène un peu particulier de ces réactions. Quand la réaction va se dérouler, il y aura automatiquement passage par un complexe intermédiaire qui va être situé à un niveau énergétique élevé et il va y avoir une certaine barrière énergétique qui s'oppose
au déclenchement de la réaction. Cette barrière énergétique s'appelle énergie d'activation. Nous allons voir ça tout à l'heure. Cette énergie d'activation, elle va être diminuée par les catalyseurs. C'est pour ça qu'on a accélération des réactions. Vous avez aussi une propriété importante, les catalyseurs ne modifient jamais la constante d'équilibre d'une réaction. Ça veut dire que si une réaction est réversible, le catalyseur va accélérer de la même façon la réaction dans les deux sens. Donc, il n'y aura pas de changement de la constante d'équilibre. Troisième propriété des catalyseurs, ils vont participer à la réaction, mais se retrouvent non modifiés après la réaction. C'est la définition même du catalyseur. S'ils se retrouvent modifiés, ils ne vont plus être catalyseurs, ils seront réactifs. Alors, on va voir maintenant les propriétés particulières des enzymes, de la catalyse enzymatique. Une première propriété très importante de la catalyse enzymatique, c'est que l'activité enzymatique est modulable. Contrairement au catalyseur chimique, dans la catalyse chimique, la réaction se fait ou ne se fait pas. Ici, on peut soit accélérer la réaction, soit l'inhiber, la modifier. Deuxième propriété particulière des enzymes, c'est que ici, vous avez une grande spécificité, à la fois vis-à-vis de la réaction catalysée et à la fois vis-à-vis du substrat. Donc, une enzyme ne va pas catalyser n'importe quelle réaction et ne va pas transformer n'importe quel substrat. Il y a une grande spécificité à la fois au niveau de la réaction et au niveau du substrat. Nous allons voir ça tout à l'heure quand on va parler de la classification des enzymes. Troisième propriété particulière qui distingue la catalyse enzymatique, c'est que l'accélération des réactions est beaucoup plus importante que pour la catalyse chimique. Alors, vous avez ici un exemple schématique où on voit la réaction ici, une réaction qui va partir de réactifs A et B pour arriver à des produits. Les réactifs sont à un niveau énergétique ici. Avant d'aller au produit, on est obligé de passer par une étape intermédiaire. Un complexe activé. Et là, il va y avoir une barrière énergétique, et c'est cette barrière énergétique qu'on appelle énergie d'activation. Donc, vous voyez ici que l'énergie d'activation est très importante. Quand vous mettez un catalyseur chimique, l'énergie d'activation est réduite, moins importante que son catalyseur, c'est pour ça que la réaction se fait. Mais si vous mettez un catalyseur enzymatique, l'énergie d'activation est encore beaucoup plus faible, nettement plus faible qu'avec les catalyseurs chimiques ou sans catalyseur. Alors on a un exemple, on va voir ici un exemple sur lequel les chercheurs ont démontré à travers des expériences sur le cas de la catalase, c'est une enzyme qui va transformer l'eau oxygénée en eau plus oxygène. On a la chance qu'elle peut être catalysée à la fois par un catalyseur chimique, qui est le platine, et par une enzyme, qui est la catalase. Alors, les chercheurs ont réussi à calculer l'énergie d'activation dans les trois cas. Sans catalyseur, vous avez une énergie de 18 kcal par mol. Si vous mettez un catalyseur chimique, le platine, elle est réduite. L'énergie d'activation ici, elle est réduite à 11,7. Quand même, moins important. Mais quand vous mettez la catalase, l'énergie d'activation est réduite d'une façon très importante. On passe à 2 kcal par mol. Donc, l'accélération de la réaction va se faire de manière plus importante avec l'enzyme qu'avec le catalyseur chimique. Alors on va passer maintenant à l'étude de la
nomenclature et la classification des enzymes. Avant de vous parler de la classification qui est actuellement étudiée, on va parler au début, donc l'ancienne nomenclature, quand les enzymes commençaient à être découvertes. Généralement, on utilisait le nom du substrat auquel on rajoutait le suffixe ase. Donc, ici, protéase pour les protéines. Les enzymes qui hydrolysent l'amidon, on les appelle les amylases. Les lipides, on les appelle les lipases. Alors, il y a aussi une nomenclature qui est en rapport avec la réaction, qui est catalysée. C'est pour ça qu'on parle d'oxydoréductase. Ça, c'est pour les réactions qui catalysent les réactions les enzymes qui catalysent les réactions d'oxydoréduction. Les décarboxylases sont les enzymes qui vont enlever un groupement carboxylique d'un substrat. Et les transaminases, donc les enzymes qui vont transférer un groupement amine. Alors, le nombre des enzymes est très important et n'arrête pas d'augmenter. Peut-être même à l'heure où je vous parle, il y a des chercheurs qui ont découvert une nouvelle enzyme. Donc, le nombre est tellement grand qu'il est impossible de garder uniquement l'ancienne nomenclature. Maintenant, on utilise actuellement la classification internationale, donc le système IUB, International Union of Biochemistry, et dans ce système, on va donner un code, un nom avec des chiffres à l'enzyme. On met EC, Enzyme Classification, et là, une série de chiffres. Vous avez en premier le numéro de la classe de l'enzyme, et là, le nombre de classes est limité, donc on va pouvoir en parler. Là, il varie de 1 à 6. Après, alors dans cette première classe, donc ici, dans ce premier numéro-là, dans cette classe, on va surtout caractériser l'enzyme en fonction de la réaction catalysée. Ensuite, il y aura une série de chiffres qui vont distinguer l'enzyme, caractériser l'enzyme en fonction de la nature du substrat, des molécules qui vont réagir, qui vont être liées, etc., de la nature. On va tout à l'heure, quand on va parler des classes, je vais vous donner un exemple de comment on définit, par exemple, ici les sous-classes. Les sous-classes, donc le numéro 2. Alors on va voir les 6 classes, donc de 1 à 6, parce que ça c'est important, il faut bien les connaître, parce que à travers ces classes, on va aussi définir tous les types de réactions qui se font dans les organismes vivants. Alors vous avez la première classe, la classe 1, ce sont les oxydoréductases, donc comme leur nom l'indique, les enzymes qui catalysent les réactions d'oxydoréduction. La classe 2, ce sont les transférases, et là, ce sont les enzymes qui vont catalyser le transfert de groupements fonctionnels. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les hydrolases. Les hydrolases sont les enzymes qui vont catalyser des réactions d'hydrolyse. Donc, vous allez avoir tout simplement coupure de liaisons covalentes. Par exemple, ici, par addition d'une molécule d'eau, vous allez séparer, donc couper une liaison covalente et séparer la molécule en deux. Alors, ce sont les enzymes qui vont intervenir au niveau de la dégradation des macromolécules. Ensuite, vous avez la classe 4 qui sont appelées les liases. Il faut faire très attention ici parce que il ne faut pas confondre liase avec une autre classe qu'on va voir après qui sont les ligases. Ça n'a rien à voir. Ici, les liases sont des enzymes qui vont catalyser des réactions où on va former ou enlever une double liaison. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de coupure, il y a tout simplement soit saturation, soit désaturation d'une liaison.
comme si vous partez d'une liaison simple, vous allez avoir élimination d'une molécule d'eau pour obtenir une double liaison. Ou alors l'inverse, par addition d'une molécule d'eau, on va enlever la double liaison pour passer à une liaison simple. On va maintenant voir les deux dernières classes, sont la classe 5 et la classe 6. La classe 5, on les appelle les isomérases, donc c'est, comme leur nom l'indique, ce sont les enzymes qui vont catalyser le passage d'un isomère à un autre. Alors les isomères sont les molécules qui ont la même structure globale, mais qui ont une structure développée différente. Alors vous avez ici un exemple. Et en dernier, vous avez la classe 6. La classe 6, ce sont les ligases. Alors là, les ligases sont les enzymes qui vont établir une liaison covalente. Ce sont les enzymes qui vont intervenir dans la synthèse de molécules ou de macromolécules. Alors, dans ce cas précis, on va pouvoir définir la nature de ce deuxième chiffre, N2. Donc, c'est la classe 6. Donc, quand vous allez avoir, par exemple, une enzyme qui va, par exemple, lier deux molécules entre elles, par exemple un ARN de transfert avec un acide aminé pour la synthèse des protéines, ah ben, cette réaction, cette enzyme, elle aura comme nom EC6. Et après ici, ça dépendra de la nature de la liaison qui va être formée. Ici, il n'y a pas 36 solutions, puisque vous n'avez que 4 possibilités différentes. Soit entre carbone-oxygène, et là vous avez le numéro 1, soit une liaison entre carbone-soufre, et là vous avez le numéro 2, soit une liaison entre carbone-azote, et là vous avez le numéro 3, soit une liaison entre carbone-carbone, et là vous avez le numéro 4. Donc, ce numéro va vous indiquer la nature de la liaison qui va être contractée. Ensuite, le prochain sous-classe, le prochain numéro, ça va distinguer la nature des molécules, des substrats qui vont intervenir, qui vont être liés, etc. Donc, c'est ce qui explique la série de... Alors, bien entendu, il est impossible d'apprendre la classification internationale dans sa globalité. C'est des ouvrages et des ouvrages. Donc, ce qu'il faut ici savoir, c'est que quand vous allez lire des publications ou des livres, on vous parle d'une enzyme, généralement on vous met son nom avec entre parenthèses une série de chiffres. Maintenant, vous savez à quoi ça correspond.